Écoute Israël. Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'émancipation des Juifs roumains par Carol Iancu. Carol Iancu, bonjour. Bonjour. Vous enseignez à l'université Paul Valéry de Montpellier. Vous êtes l'auteur d'un certain nombre de livres, mais je crois savoir que votre spécialité, c'est finalement l'histoire des Juifs de Roumanie. Il y a 6 ans, vous aviez publié un livre intitulé Blake Schroeder et Crémieux, le combat pour l'émancipation des Juifs de Roumanie devant le Congrès de Berlin. Je vous avais reçu à ce micro à cette occasion. Aujourd'hui, vous prolongez un peu cette âme, puisque vous vous attaquez à une autre période historique du combat des Juifs roumains, et vous intitulez votre livre L'émancipation des Juifs de Roumanie 1913-1919, et c'est un livre qui paraît d'ailleurs dans le cadre de votre université au Centre de recherche et d'études juives et hébraïques. Alors une première question, pour qu'on sache un peu de quoi il retourne, en quoi cette émancipation des Juifs de Roumanie est-elle originale ? Eh bien, tout d'abord parce que les Juifs roumains sont les derniers à avoir été émancipés en Europe, seulement en 1919, à l'occasion de la conférence de paix de Paris. Et dans ce dernier ouvrage, j'ai essayé d'appréhender la dernière phase de ce très long combat. Entre 1913 et 1919, donc à partir des guerres balkaniques et jusqu'à la conférence de paix de Paris, les Juifs roumains entament vraiment la dernière partie d'un très long combat qui commence, pour ainsi dire, dès 1866, à partir du moment où la Constitution roumaine, par son article 7, fermait les portes de la cité. En effet, l'article 7 de la Constitution roumaine de 1866 disait la chose suivante: pour devenir citoyen roumain, il fallait être un étranger de confession chrétienne. On ne prenait pas en considération la situation des Juifs nés de père en fils dans le pays, établis depuis des siècles, et même si on les considérait comme étrangers, ils ne pouvaient pas devenir roumains puisqu'ils étaient juifs, à moins de se convertir. Alors nous verrons que l'émancipation des Juifs en France va être un modèle pour le judaïsme de Roumanie, mais d'abord, quelle est l'originalité de ce combat ? Je veux dire, qui mène ce combat en Roumanie ? Pourquoi ? Dans quel but ? Et quel est que veulent les Juifs roumains à l'époque ? Eh bien, si vous permettez une brève incursion historique, j'ai cité tout à l'heure l'année 1866. C'est l'année où un prince allemand vient en Roumanie, Karol von Hohenzollern-Sigmaringen, et où on va promulguer la première constitution du pays. Les Juifs roumains regardent vers la France. Ils font appel à Adolphe Isaac Crémieux pour qu'il vienne en Roumanie pour essayer de convaincre les parlementaires roumains pour qu'à l'occasion de la promulgation de cette première constitution, on donne aux Juifs des droits égaux. Et Crémieux, à l'époque, est un des responsables... Ah oui, Crémieux, qui est l'un des fondateurs de l'Alliance israélite universelle, voilà, qui était ministre de la Justice dans le gouvernement de 1848. Il arrive à Bucarest et devant une cinquantaine de parlementaires, il demande donc l'émancipation des Juifs de Roumanie. Et il dit, je vous cite de mémoire, sachez que c'est un Juif de France qui a émancipé les Noirs de nos colonies. Il vous demande pour mes coreligionnaires ce qu'il a fait pour les Noirs de nos colonies. On lui promet tout. Malheureusement, il rentre en France et finalement, en raison d'une émeute qui a lieu à ce moment-là à Bucarest, on vote le célèbre article 7 dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, on ferme les portes de la cité romaine, on proclame l'État chrétien. Deuxième phase, ça va être le Congrès de Berlin en 1878. À cette occasion, on va reconnaître l'indépendance des États chrétiens des Balkans. La Roumanie, la Bulgarie et la Serbie vont devenir des États indépendants et Crémieux en France, Blake Schroeder en Allemagne. Vous m'avez fait l'amitié de m'inviter lorsque j'ai publié ce livre consacré à Blake Schroeder et Crémieux. Ils ont obtenu une chose assez exceptionnelle pour l'époque, c'est-à-dire que
les traités de 1878 du Congrès de Berlin reconnaissent l'indépendance de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Serbie à cette condition précise qu'on octroie aussi des droits égaux aux Juifs. Ce fut le cas pour les Juifs de Bulgarie et de la Serbie, malheureusement pas pour les Juifs de Roumanie, à cause de l'affaire des chemins de fer dont nous avons déjà parlé. Est-ce que cette émancipation des Juifs roumains est un long processus ou est-ce qu'il y a de diverses étapes politiques, historiques? Est-ce qu'il y a un combat qui est mené par les responsables du judaïsme roumain, par exemple? Absolument, vous avez raison de poser cette question. Après 1878, après le Congrès de Berlin, on change l'article 7 de la Constitution. Désormais, tout étranger peut devenir roumain, même s'il est de confession israélite. Mais en fait, il ne s'agit pas du tout de l'émancipation, mais d'une naturalisation conditionnelle. C'est-à-dire qu'il fallait faire une demande, attendre 10 ans. Si vous donnez les chiffres suivants, entre 1880 et 1902, 85 juifs seulement ont reçu le droit de citoyen. Pourquoi? Quelques centaines jusqu'à la Grande Guerre. Eh bien, parce qu'on faisait énormément de difficultés pour que ces juifs soient naturalisés. Alors, pourquoi cette marginalisation de la communauté juive? Je l'ai expliqué aussi dans mon dernier livre. Nous assistons en fait à un antisémitisme d'État systématique où le mot juif n'apparaît même pas dans les législations. C'est-à-dire qu'on ostracise, on empêche les juifs d'être dans la fonction publique, dans l'enseignement, dans la magistrature, sans même rappeler leur nom. Pour envoyer des enfants à l'école, eh bien, on peut le faire si les enfants sont citoyens roumains, ou sinon, aussi, il y a des places pour les étrangers dans la mesure des places disponibles et s'ils paient un écolage élevé. Alors ça peut s'expliquer parce que effectivement, les Juifs occupaient un certain nombre de fonctions économiques importantes, notamment en tant que commerçants et artisans. Et pourquoi cette date 1913-1919? Eh bien, tout d'abord parce que 1913, ce sont les guerres balkaniques. Et à cette occasion, donc entre le Congrès de Berlin et jusqu'aux guerres balkaniques, il n'y a plus guère aucune possibilité pour les organisations juives occidentales d'intervenir en faveur des Juifs de Roumanie. Ils l'ont fait à la fin du 19e siècle et vers 1902, notamment Bernard Lazare en France. Nous y reviendrons si vous le voulez bien. Absolument. Et à l'occasion de ces guerres balkaniques, eh bien, la Roumanie s'est agrandie, une partie de la Dobroudja est revenue à la Roumanie, et on s'est dit qu'à l'occasion de cet agrandissement territorial, les puissances pouvaient tout de même réclamer de la Roumanie une promesse qui a été faite depuis 1878. Malheureusement, si en 1878 les puissances ont joué un rôle important, en 1913, la conférence de paix de Bucarest, à l'occasion de cette conférence, les puissances ne jouent pas ce rôle et les Roumains refusent encore d'émanciper les Juifs. Mais ce qu'il y a de terrible, c'est que les Juifs font le service militaire, où ils sont discriminés même là-dedans parce qu'ils ne peuvent pas devenir des officiers. Ils participent même aux guerres balkaniques et bientôt même à la Grande Guerre en tant qu'étrangers non soumis à une puissance étrangère, pour vous citer le nouvel article 7 de la Constitution de 1879. Alors, ils se battent aussi pour avoir des droits de minorité. Et ça veut dire quoi? Exactement. Alors, l'originalité, si vous voulez, de ce combat est la suivante. C'est qu'en 1919, les Juifs roumains ne se contentent plus des droits des citoyens, ils souhaitent aussi obtenir des droits des minorités. C'est-à-dire égaux et différents. Voilà. Alors, il y a une ambiguïté. D'abord, enfin, ils espèrent obtenir des droits des citoyens, être égaux en droit avec les autres, mais en même temps, obtenir des droits des minorités qui sont essentiellement des droits religieux et culturels. C'est-à-dire que le gouvernement puisse subventionner les écoles juives et que le jour du Shabbat soit reconnu. Ce que les Juifs polonais ont obtenu finalement dans le traité des minorités. Mais là, si vous permettez, Victor Malka, puisque vous connaissez bien l'histoire des Juifs romains, ce qui me paraît important, c'est qu'au départ, à Paris, en 1919, il y a le comité de délégation juive qui, influencé par ses représentants américains, il demande trois séries de revendications. D'abord, des droits égaux partout où les Juifs ne l'ont pas, c'est le cas des Juifs de Roumanie, la reconnaissance du foyer national juif en Palestine, et enfin, troisièmement, des droits des minorités. Et là, et par droit de minorité, on entend des droits politiques ou des droits religieux, des droits culturels et religieux. C'est ça. Absolument. Alors évidemment, donc le gouvernement roumain doit cette fois-ci non seulement émanciper ces Juifs,
mais en plus leur reconnaître des droits des minorités. Et le gouvernement roumain, évidemment, il refuse de reconnaître aux Juifs ces droits de minorité. Carole Iancu, comment, historiquement parlant, explique-t-on le fait que les Juifs de Roumanie aient été les derniers à s'émanciper en Europe? Eh bien, effectivement, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 1878, il n'y avait plus aucun moyen d'intervention en Roumanie. Et vous voulez dire auprès des pouvoirs publics? Auprès des pouvoirs publics, auprès du gouvernement roumain, ce qui fait que le combat des Juifs roumains eux-mêmes était voué à l'échec. Ça, on l'a vu déjà dès la fin du XIXe siècle, malgré l'intervention de Bernard Lazare en France et l'intervention du gouvernement américain par la note E. Mais ce qui me paraît intéressant de rappeler à propos notamment de la conférence de paix de Paris, à l'origine, je me suis dit que le comité de délégation juive, il voulait demander donc pour les Juifs un droit dont allait bénéficier l'ensemble des minorités dans la nouvelle Europe née à Versailles. Or, en faisant une étude juridique serrée entre les pétitions du comité de délégation juive, notamment un mémorandum, son mémorandum très important, et les traités des minorités, 14 pays ont été tenus à signer ces traités des minorités, je me suis rendu compte que le comité de délégation juive a été à l'origine du concept même des droits des minorités, qui est, entre guillemets, si vous voulez bien, une invention juive. En d'autres termes, ils ont demandé un droit dont allait bénéficier l'ensemble des minorités. Carole Iancu, venons-en maintenant à un autre aspect de cette histoire de l'émancipation des Juifs de Roumanie. Est-ce qu'on peut parler d'un rôle qui a été joué par la France? Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un certain nombre de personnalités, juives ou pas, françaises, ont eu une influence dans cette évolution. Absolument. Je pense que si les Juifs roumains ont été émancipés, c'est grâce à la France. L'intervention de la France dans les affaires roumaines commence déjà à l'époque de Napoléon III. Et à la fin de la guerre de Crimée en 1856, le ministre des Affaires étrangères français Walewski, pour la première fois, demande déjà des droits égaux pour les Juifs roumains. Ensuite, c'est l'intervention d'Adolphe Isaac Rémieux que nous avons vu. Au congrès de Berlin, c'est pas un hasard que c'est le ministre français des Affaires étrangères Waddington qui a proposé le célèbre article 44 du traité de Berlin qui reconnaissait l'indépendance de la Roumanie à condition que la Roumanie émancipe ses Juifs. À la fin du 19e siècle, c'est encore Bernard Lazare qui va intervenir au niveau de la presse en faveur de cette émancipation. Et en 1919, c'est le président de la conférence de la paix, Georges Clemenceau. Alors d'abord, qu'est-ce qui amène Clemenceau à s'intéresser à ces communautés juives en Roumanie? Eh bien, Clemenceau, il s'intéresse aux Juifs roumains dès 1913. Si en Italie, c'est Luigi Luzzati qui a publié un article très important pour les Juifs roumains, il les appelle les dernières serfs existant encore en Europe. Oui. Georges Clemenceau publie dans L'Homme libre un important brûlot intitulé Les Juifs de Roumanie. Il s'intéressait à la Roumanie, il espérait évidemment que dans la nouvelle Europe, la Roumanie devait jouer un rôle important et il ne pouvait pas supporter cette injustice, à savoir que les Juifs étaient considérés comme des étrangers dans leur propre pays. Et Bernard Lazare, quel est le sens de son combat là-bas? Parce que c'est un homme qui a beaucoup lutté contre l'antisémitisme, mais absolument. En France... Bernard Lazare est le premier journaliste et écrivain français qui a écrit un opuscule sur les Juifs roumains publié dans les cahiers de la quinzaine de Charles Péguy, à l'occasion de l'émigration en masse. Ils étaient tellement persécutés, ces Juifs roumains, qu'un tiers, 90 000 sur un total de 270 000, ont quitté la Roumanie pendant 10 ans. Et en raison de cet exode, Bernard Lazare a publié, donc en 1902, un opuscule qui s'intitule Les Juifs de Roumanie, où il demande l'intervention de l'Occident en faveur de ces Juifs roumains. On ne peut pas oublier non plus le rôle non négligeable joué par un certain nombre de dirigeants de l'Alliance israélite universelle dans ce combat de l'émancipation. Absolument. Vous avez parfaitement raison. D'abord, Adolphe Isaac Rémieux, qui était président de l'Alliance israélite universelle, et nous avons vu dans le précédent livre, dans la correspondance, c'est l'Alliance qui, d'une façon constante, intervient auprès des hommes politiques français afin qu'on donne non seulement aux Juifs roumains, d'ailleurs aux Juifs bulgares et serbes, des droits égaux. La France paraît comme un pays modèle. C'est ce que j'allais vous dire. Finalement, les Juifs roumains qui se battent sur place pour obtenir cette émancipation ont devant eux le modèle de l'émancipation des Juifs en France. Exactement. La Révolution française et l'émancipation des Juifs français, est un exemple pour les Juifs roumains. Mais à la différence des Juifs français qui ont été émancipés en bloc,
Tel ne fut pas le cas pour les Juifs romains. En 1919, ils ont dû encore faire une demande afin qu'on leur reconnaisse ces droits des citoyens. Et la constitution romaine devait changer seulement en 1923. Carole Iancu, changeant d'époque, que sait-on de la situation des Juifs en Roumanie aujourd'hui, avec toutes les tribulations et autres bouleversements sociopolitiques? Eh bien, en Roumanie, officiellement, il y a moins de 10 000 Juifs actuellement. Nous pensons que peut-être il y a un peu plus, disons maximum 15 000, dont plus de 60% ont plus de 65 ans. C'est donc une communauté, je n'ose pas dire en voie de d'extinction, mais finissante. L'immense majorité de ceux qui ont échappé au massacre de la Deuxième Guerre mondiale sont partis pour Israël ou pour la diaspora. Mais pour cette petite communauté, il subsiste encore un journal, un certain nombre d'institutions communautaires comme le Talmud Torah, Boucherie Kasher, etc. Mais on peut dire tout de même que c'est une communauté qui finit une histoire plus qu'elle n'en commence une. Je veux dire, sous le communisme, elle a mené une vie comme ci, comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, à la faveur de, je ne sais pas s'il faut dire, du regain démocratique, est-ce qu'il y a un certain nombre, par exemple, de juifs roumains qui jouent un rôle politique? Écoutez, l'antisémitisme était déjà fort à l'époque de Ceausescu. Il est encore plus fort, paradoxalement, aujourd'hui. Les publications incendiaires comme Roumanie à Mare, la Grande Roumanie et d'autres hebdomadaires, on s'attaque aux Juifs. Tout se passe comme s'il y a un antisémitisme sans Juifs. Et alors, non seulement... Qu'on a connu par ailleurs, qu'on a connu en Pologne. En Pologne, par exemple. Et effectivement, ce qui me paraît intéressant de rappeler, c'est que cet antisémitisme se manifeste non seulement, on casse un certain nombre de pierres tombales dans les cimetières et des articles incendiaires dans la presse, mais aussi parce qu'on veut gommer ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a eu une partie des Juifs roumains qui ont été sauvés, c'est vrai. Mais une grande partie des Juifs de Bessarabie, de Bukovine ont été massacrés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et tant que ces choses-là ne seront pas reconnues, eh bien, je pense que une véritable réconciliation, tout au moins du point de vue intellectuel, ne pourra pas avoir lieu entre les intellectuels juifs qui ont quitté la Roumanie et les actuels intellectuels roumains. Le grand rabbin de Roumanie, Moses Rozan, aime à insister, à mettre en évidence le fait qu'aujourd'hui, la plus grande partie des Juifs de Roumanie vivent en Israël et qu'il n'y a plus en Roumanie, comme vous le signaliez à l'instant, qu'une dizaine de milliers de Juifs. Est-ce qu'on peut dire que historiquement parlant, c'est une communauté qui aura eu une influence considérable dans le judaïsme européen, par exemple, sur le plan religieux? Est-ce que les rabbins ont été... Sur le plan religieux, bon, bien entendu, le judaïsme roumain, je l'ai dit à plusieurs reprises, reste une terra incognita. C'est pourquoi je consacre personnellement... Et vous êtes un des rares, d'ailleurs, à vous intéresser à cette communauté aujourd'hui. Voilà, je considère comme un devoir à la fois scientifique et moral. Et puis personnel, puisque vous êtes vous-même d'origine roumaine. Absolument, d'écrire sur la communauté juive de Roumanie, vous avez raison. Je pense que les Juifs roumains ont influencé aussi bien la culture roumaine que la culture juive en général. Rappelons tout de même au XIXe siècle le célèbre rabbin Moses Gaster, qui est chassé de Roumanie en 1885 et devenu grand rabbin de la communauté portugaise de Londres, dont l'œuvre est immense. Vous le savez très bien, Victor Malka. Rappelons ensuite l'ancien grand rabbin de Roumanie et actuel grand rabbin Alexandre Safran de Genève. Alors justement, le grand rabbin actuel de Genève, Alexandre Safran, a écrit un livre où il raconte un peu ses mémoires, et ce livre est intitulé « Un tisson arraché aux flammes », Ur Mutsal Me'esh, en hébreu. Comment justifieriez-vous cette formule, un tison arraché aux flammes? Eh bien, parce qu'il y avait beaucoup de dangers et effectivement, grâce à son combat et grâce au combat des autres organisations juives, une grande partie des Juifs romains ont pu effectivement échapper à la Shoah. En d'autres termes, malheureusement, les Juifs de la Transylvanie du Nord ont été envoyés aux Juifs parce que c'était sous l'occupation hongroise. Les Juifs de Bessarabie et de Bukovine ont été massacrés. Et là, on assiste à des choses terribles. Le célèbre Antonescu, le Pétain roumain, on le réhabilite aujourd'hui en Roumanie. Il a une grande responsabilité dans le massacre des Juifs de Bessarabie et de Bukovine. C'est vrai par ailleurs
que si 90% des Juifs de Bessarabie-Koun ont été massacrés, 90% des Juifs de Valachie et de Moldavie, ils ont réussi à échapper, notamment grâce au courage du grand rabbin Alexandre Shafran et aux autres organisations juives qui ont lutté sur tous les champs pour obtenir effectivement qu'ils restent en vie. Caroline Yancou, je vous remercie. Je rappelle que nous avons parlé un peu rapidement de votre livre qui vient de paraître, L'émancipation des Juifs de Roumanie, 1913-1919, et c'est un livre qui paraît au Centre de recherche et d'études juives et hébraïques dans le cadre de l'université Paul Valéry à Montpellier.